Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire qui vous est proposé par RoseUp. Je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui pour un premier webinaire sur les droits dont vous bénéficiez quand vous avez un cancer, dans le cadre du travail notamment. Nous sommes aujourd'hui accompagnés de deux avocats qui sont là pour répondre à vos questions. Petit rappel avant de démarrer peut-être sur l'association, peut-être que certaines sont là pour la première fois. Ce webinaire est ouvert à toutes, que vous soyez adhérente ou pas encore adhérente. RoseUp est donc une association de patientes qui a plus de 10 ans maintenant et qui accompagne les femmes touchées par tout type de cancer au quotidien. Nous avons 3 missions principales qui sont l'information avec le Rose Magazine que nos adhérentes reçoivent directement dans leur boîte aux lettres et qui est également disponible dans de nombreux centres de soins. Comme autre mission, RoseUp travaille chaque jour pour accompagner grâce aux soins de support les femmes touchées par le cancer dans les maisons RoseUp de Paris et de Bordeaux, mais également en ligne via Ma Maison RoseUp, comme c'est le cas aujourd'hui. Et puis, dernière mission, ce sont toutes les actions de plaidoyer et la défense de vos droits. N'hésitez pas à vous rendre sur le site pour retrouver toutes ces informations et à nous contacter par mail ou par téléphone. Et grâce à vos adhésions, nous pouvons donc poursuivre ces missions au quotidien. Donc, comme je vous le disais aujourd'hui, nous sommes en compagnie de deux avocats qui sont là pour répondre à vos questions. Maître Nicolas Durand-Gasselin et Maître Guillaume Verdier. Nous avons reçu un certain nombre de questions qui seront abordées tout au long de ce webinaire. Il va également y avoir toute une présentation en amont pour un petit peu replacer les choses dans leur contexte et vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. Sachez également que dès demain sera mis en place un nouveau service au sein de RoseUp qui consiste en une aide juridique qui vous donnera accès à une hotline pour pouvoir justement échanger avec Nicolas et Guillaume sur vos problématiques au niveau de l'emploi et de vos droits. Vous recevrez dès demain un mail pour vous expliquer le fonctionnement. Donc, n'ayez crainte si vous n'arrivez pas, si vous n'avez pas le temps de poser toutes vos questions. Vous aurez accès justement à ça pour pouvoir poser des questions plus personnelles sur votre situation dans le cadre de votre travail. Donc voilà, vous pouvez poser tout de même vos questions dans la partie discussion ou questions-réponses et je me permettrai de vous interrompre pour les poser si besoin. Voilà. Je vais vous laisser du coup peut-être vous présenter un peu plus en détail et puis nous en dire plus également sur le thème du jour. Et bonsoir, donc moi je suis Nicolas Durand-Gasselin. Je suis avocat depuis 25 ans avec une activité tournée uniquement vers le droit du travail. Je suis associé au cabinet TNDA, un cabinet qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années. Nous sommes une dizaine d'avocats spécialisés sur le droit du travail et le droit pénal et le droit de la santé au travail. Et ça, c'est Guillaume qui est plus spécialisé sur les questions d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Exactement. Donc, je suis Guillaume Verdier, associé de Nicolas. Je suis un peu plus jeune dans le barreau, en tout cas, puisque j'ai 22 ans de barreau depuis hier. On pratique le droit du travail avec Nicolas depuis plus de 20 ans. Et effectivement, j'ai développé, moi, une activité importante dans le domaine du droit de la santé au travail. Alors, essentiellement sur les questions qui n'est pas directement l'objet du jour, mais qui pourraient être abordées quand même, des accidents du travail et des maladies professionnelles. Donc, ça peut vous concerner. Et de façon plus générale, de tout ce qui concerne à la fois la prévention en entreprise, la façon dont on peut renforcer la sécurité physique et mentale de ses collaborateurs, qui est un vrai levier pour la gestion des entreprises, et puis également beaucoup de contentieux de la maladie professionnelle et des accidents du travail en termes de responsabilité juridique
pour l'entreprise et ses dirigeants. Voilà, aujourd'hui, on va aborder toutes les questions que vous êtes amenés à vous poser. Et peut-être avant de rentrer dans des thématiques qu'on a identifiées avec Nicolas sur la base des questions que certaines d'entre vous nous ont fait passer. D'abord, c'est vous donner les concepts, parce qu'on parle de maladies, d'affections longue durée, de handicap, d'invalidité, d'incapacité, d'inaptitude. Bon, rassurez-vous, les juristes et même parfois les magistrats confondent les concepts. Alors, donc, avant de rentrer dans des thématiques un peu plus concrètes, on a préparé des slides. Alors, peut-être qu'on peut les faire passer par votre intermédiaire. Alors, est-ce que vous voulez que je présente, c'est ça? Oui, juste le lancer. Après, lancer. nous, on fera la présentation. Ouais. On voulait préciser également que on a lancé également ce partenariat avec RoseUp. Je pense qu'au vu des questions qui nous sont remontées, je pense que ça correspond à un véritable besoin, parce que comme Guillaume l'a indiqué, les notions ne sont pas simples. Elles sont d'autant moins simples que quand elles se posent, en général, c'est dans des conditions personnelles, morales, physiques, financières compliquées, qu'au cabinet, plusieurs d'entre nous ont été concernés par le cancer, donc de près ou de loin. Et donc, on sait assez bien ce que ça peut impliquer d'être touché par la maladie et des maladies de longue durée à des moments où il faut se battre avec la Sécu, il faut se battre avec son employeur, il faut se battre avec le médecin du travail. Et donc, c'est pour ça que ça nous paraissait important de pouvoir vous accompagner dans ce webinaire, de lancer avec vous également cette hotline qui va permettre de répondre peut-être plus précisément à des cas particuliers. Mais effectivement, en tout cas, ce soir, la première partie du webinaire, c'est un peu de vous expliquer d'abord les premiers concepts, et puis après, on répondra de manière plus générale par catégorie sur les différentes questions. Mais effectivement, il y a un certain nombre de concepts dont on a compris que parfois, on mélangeait un peu les notions d'invalidité et d'inaptitude. Donc là, dans une première partie, on va essayer de vous expliquer ce que c'est l'incapacité, ce que c'est l'invalidité, ce que c'est l'inaptitude et quels sont également les liens avec la notion de handicap. Voilà. Donc, on va commencer cette première partie sur ces sujets-là. Oui. On ne rentrera pas, on ne fait pas un cours de droit, je vous rassure, mais en tout cas, on va vous dégrossir ces notions qui ne sont pas toutes identiques. Et vous allez voir que le médecin traitant, ce n'est pas le médecin du travail et ce n'est pas le médecin de la sécurité sociale. Donc, ça fait beaucoup d'interlocuteurs dans des moments où on est dans une situation parfois de détresse. Donc, l'idée, c'est de vous donner un peu les grandes lignes et de savoir de quoi on parle, avec qui on parle. Donc, c'est Guillaume qui va commencer sur l'incapacité de travail. Et je précise. Oui, pardon, je précise juste que le support qu'on diffuse donc ce soir sera disponible directement dans l'espace adhérente de ma maison RoseUp, effectivement pour toutes nos adhérentes. Voilà, si vous pas besoin de prendre des notes à foison, vous aurez le support. Oui, et dans le complément de ce qu'on disait à l'instant, c'est vrai que ne le faites pas, mais si vous êtes amené à lire le Code du travail ou le Code de la sécurité sociale, c'est très souvent illisible, incompréhensible. Les textes sont des renvois à d'autres textes. Il y a des lois qui renvoient à des décrets qui ne sont pas toujours pris, c'est assez aride, d'où l'idée de cette petite présentation assez synthétique. Alors, incapacité, invalidité, inaptitude. L'incapacité, en fait, c'est la première étape. C'est la période où on tombe en arrêt maladie et on est pris en charge, en principe, par la sécurité sociale. On perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale. Et là, c'est le médecin traitant qui vous prescrit un arrêt de travail qui est le médecin compétent de par la loi. On va rentrer dans les détails, mais l'invalidité, c'est au-delà de 3 ans ou dans la limite de ces 3 ans, à partir du jour où vous êtes guéri, vous pouvez basculer dans le régime de l'invalidité
Là, c'est le médecin conseil de la sécurité sociale qui va, sur examen médical et après analyse du dossier médical, prendre la décision de faire le constat que vous êtes éligible à une pension d'invalidité. Et la pension d'invalidité peut se décliner soit sous la forme de l'incapacité catégorie 1, l'incapacité catégorie 2 ou incapacité catégorie 3. Non, le terme, c'est pour ça que je prends cette précision, on va y revenir dans quelques instants. Voilà, les incapacités 1, 2, 3 relèvent de l'invalidité. Et puis la question d'inaptitude que Nicolas va aborder dans quelques instants, là c'est un troisième acteur médecin qui intervient de par la loi, c'est le médecin du travail. Alors l'inaptitude, c'est quand vous reprenez, vous envisagez avec votre employeur et votre médecin traitant de reprendre le travail. Là, c'est le médecin du travail qui est compétent, personne d'autre, hein, ce n'est pas le médecin de la sécurité sociale, et on envisage ou pas votre reprise du travail. Alors, quelques compléments sur l'incapacité. Donc, le médecin traitant vous arrête. L'incapacité, elle est par nature temporaire, hein, donc elle ne peut durer que 3 ans. C'est une limite maximale. La sécurité sociale vous verse des indemnités journalières. Retenez que c'est 50% du salaire de référence dans la limite de 1,8 fois le SMIC. Pour celles qui ont des enfants, vous avez une majoration qui est prévue pour les enfants à charge. Donc, les indemnités journalières de la sécurité sociale, elles sont versées à la suite d'un délai de carence qui, pour les salariés du privé, est de 3 jours. Et vous percevez, en plus des indemnités journalières de la sécurité sociale, un complément de votre employeur. Alors, il y a des conditions. Bon, il faut bien évidemment avoir déclaré dans les 48 heures son incapacité. Il faut avoir 1 an d'ancienneté dans l'entreprise. Alors, il peut arriver que votre convention collective soit plus favorable, hein. Donc, toujours aller quand même vérifier ces dispositions-là dans les textes. Il faut bien évidemment être pris en charge par la sécurité sociale, c'est-à-dire que la sécurité sociale a son mot à dire et peut considérer qu'un arrêt de travail ne se justifie pas ou ne se justifie plus. Et la condition territoriale, c'est aussi d'être soigné en France. Alors, le complément patronal, pareil, est soumis à une carence qui est un peu plus longue. En fait, vous êtes pris en charge par votre entreprise au bout du 8e jour, hein. Donc là, on a une carence qui est de 7 jours. Et le complément patronal est beaucoup plus court, hein. C'est le premier mois, les 30 premiers jours, un complément jusqu'à 90% de votre rémunération. Et les 30 jours suivants, là, vous percevez les 2 tiers. Vous avez une durée complémentaire qui va varier en fonction de l'ancienneté. On a des tranches de 1 à 5 ans d'ancienneté. Et quand le complément patronal est épuisé, c'est la prévoyance d'entreprise qui prend le relais, hein. Vous savez que les entreprises ont l'obligation de cotiser avec les salariés pour la mutuelle, donc les frais de santé, hein, et pour la prévoyance qui vient compléter les indemnités journalières de sécurité sociale une fois que le complément patronal n'est plus dû par application de la loi. Il peut y avoir aussi des conventions collectives qui prévoient des durées de complément de l'employeur un peu plus longues. On peut aller jusqu'à 1 an, par exemple, pour une convention collective de la banque. Après, ça dépend de l'ancienneté que vous avez dans votre entreprise. Une petite précision sur la durée de prise en charge des indemnités journalières. Guillaume vous a dit que c'était 3 ans. Après, si vous êtes en accident du travail ou maladie professionnelle, là, il n'y a plus de durée de limite. Après, je crois que les cancers en matière de droit du travail en maladie professionnelle sont plus rares. Alors, enfin, sauf l'amiante, par exemple. Tout dépend des secteurs d'activité. On en a beaucoup dans la métallurgie, dans l'industrie. Mais on a des pathologies cancéreuses. On peut d'ailleurs ne pas relever d'un tableau des maladies professionnelles. Alors, on ne va pas être technique, mais toutes les maladies ne sont pas répertoriées
par la sécurité sociale en tant que telle. Mais toutes les maladies sont recevables, hein, elles peuvent être hors tableau, il y a une procédure particulière. Et donc, si on estime avec son médecin traitant que le travail a pu être à l'origine d'un cancer, voilà, ayez à l'esprit que vous pouvez vous faire reconnaître en maladie professionnelle, ce qui vous ouvre des droits renforcés sur les indemnisations et une protection en droit du travail. Hein. Alors, par exemple, j'allais en parler d'ailleurs sur les délais de carence. Si vous êtes victime d'une maladie professionnelle, il n'y a pas de carence. La sécurité sociale vous prend dès le premier jour. Alors, justement, quelques conséquences sur le contrat de travail pendant la période d'incapacité. C'est le slide 8, merci. Alors, un principe, le rappel d'un principe, bien évidemment, toute discrimination est interdite, que ce soit à l'embauche, pendant l'exécution du contrat de travail ou à la rupture. Et bien évidemment, la maladie est un des cas très protégés et encadrés par la loi. Donc, toute pratique consistant à se débarrasser d'un salarié en raison de son état de santé fait l'objet non seulement d'une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais de licenciement nul, avec des conséquences majorées, notamment sur le plan de l'indemnisation. Donc, bien évidemment, la situation d'arrêt de maladie et de cancer est une protection qui relève de l'interdiction des discriminations. Pour autant, on n'est pas protégé en tant que tel parce qu'on est en arrêt maladie. Alors, sur des pathologies comme le cancer qui s'inscrivent dans la durée, en pratique, d'abord, vous avez des garanties conventionnelles souvent d'emploi dans les branches, parce que le seul licenciement qui se rencontre dans la pratique, c'est la désorganisation que les arrêts maladie provoquent dans le fonctionnement de l'entreprise. Et ce trouble objectif peut justifier une mesure de licenciement pendant la période de suspension du contrat de travail. Alors, là encore, ce n'est pas dans la loi. La loi, elle dit simplement l'employeur, il doit justifier d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Et après, c'est la jurisprudence qui, au cas par cas, va dire c'est valide ou c'est pas valide, à condition que ça soit étayé. Sur ce motif-là, c'est particulièrement encadré et strictement par les juges qui vont vérifier la réalité du trouble et l'impossibilité pour l'entreprise de ne pas se réorganiser différemment. Hein. C'est-à-dire que si on peut réorganiser, répartir le travail, on ne peut pas invoquer ce type de motif. Si on peut compenser par des intérimaires, par des CDD, par de l'externalisation, voilà. L'employeur doit quand même une obligation de moyens très forte pour trouver toutes les solutions pour préserver l'emploi de la personne qui est victime d'une situation d'arrêt de maladie. Sachant que là encore, certaines conventions collectives prévoient des périodes de protection des salariés. Donc, vous pouvez être malade, mais pendant une période de 3, 5, 6 mois, 8 mois, 9 mois, l'employeur ne pourrait pas utiliser cette désorganisation pour rompre le contrat. Il y a une protection qui est prévue par certaines conventions collectives, pas par la loi, mais par certaines conventions collectives. Et comme Guillaume nous disait tout à l'heure, il faut prouver une désorganisation et la nécessité de remplacer le salarié. Donc, il y a deux conditions, ce qui fait que, à part sur des postes de cadre sup, où la désorganisation est plus facile à démontrer, sur des postes plus subalternes, c'est plus compliqué à démontrer. Et souvent, ces types de licenciements peuvent être qualifiés de licenciements discriminatoires. Alors, on parlait à l'instant des droits renforcés en matière d'arrêt maladie d'origine professionnelle, hein, ce qui est toujours possible. Sachez que pendant les périodes de suspension du contrat de travail, la période d'arrêt maladie,
si vous êtes victime d'une maladie professionnelle, là, on ne peut pas vous licencier autrement que pour faute grave ou maintien impossible du contrat de travail. Alors, la faute grave, c'est celle qui rend impossible le maintien du contrat de travail immédiatement. Bon, c'est un cas qu'on retrouve quand même assez rarement dans les cas de licenciement. Quant à l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, je crois qu'en 25 ans, tu n'en as jamais fait. Même le licenciement économique, ça ne marche pas. Et même le licenciement, je crois qu'à part la fermeture de l'entreprise, voilà, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans notre pratique. Donc, il y a une réelle protection là, en ce qui concerne les licenciements des personnes qui sont victimes d'une maladie d'origine professionnelle. Précision d'ailleurs, vous bénéficiez de la protection. En matière d'accident du travail, c'est assez lisible, mais c'est vrai que la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, elle dure au minimum 4 mois, parce qu'il faut une enquête, une instruction de la caisse primaire d'assurance maladie. Et quand on est hors tableau, et par exemple sur des situations de cancer, on va se retrouver avec une procédure qui va durer au minimum 8 mois, puisqu'on va passer par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, un médecin conseil de la sécurité sociale qui va devoir fixer un taux d'IPP, l'incapacité permanente prévisible d'au moins 25%. Bon, donc c'est très long et du coup, la Cour de cassation, donc les juges, la jurisprudence, ont considéré que dès lors que l'employeur était informé d'une demande de reconnaissance en maladie professionnelle, la protection légale s'applique. Ça, c'est la première notion. Ça, c'est la première notion, exactement. On vient de terminer. L'incapacité, c'est pour résumer, c'est l'arrêt de travail. C'est l'arrêt de travail. L'arrêt de travail classique avec le médecin que vous connaissez, celui que tout le monde connaît, c'est le médecin traitant, le médecin de ville. Voilà. Donc, ça dure autant que dure la nécessité de l'arrêt de travail. Alors, ce n'était pas l'objet, mais d'ailleurs, j'y pense, une petite précision. La sécurité sociale, sur la base du médecin conseil, peut opérer des contrôles et considérer qu'un arrêt n'est pas justifié. Bon. Alors, pour le cas des cancers, c'est quand même très à la marge, à mon sens, mais sachez que la sécurité sociale effectue des contrôles. Vous avez peut-être également entendu parler de contrôles qui peuvent être déclenchés par l'employeur. Alors, sachez que le contrôle fait par l'employeur ne permet que de stopper un éventuel complément patronale aux indemnités journalières de la sécurité sociale. Ça ne peut pas être constitutif d'un quelconque motif de licenciement. Voilà, parenthèse fermée, ce n'était pas dans la question. Mais... Il y avait une question quand même un peu sur ce sujet-là. C'était, je travaille dans une association humanitaire, je suis en arrêt maladie. Est-ce que je peux quand même revenir faire du bénévolat pour l'association ? J'ai envie de dire oui, mais attention, parce que s'il y a un contrôle de la sécurité sociale et que la sécurité sociale estime que ce n'est pas véritablement du bénévolat, mais que vous continuez votre activité, il pourrait y avoir une suspension des indemnités journalières de la sécurité sociale. On l'a vu, par exemple, pour le cas où vous faites du jardinage contre rémunération ou du bricolage contre rémunération, alors que vous êtes en arrêt de travail. La sécurité sociale a interrompu les indemnités journalières. Elle a également interrompu à quelqu'un qui faisait une compétition sportive sans être autorisé. À l'inverse, pour sourire, la Cour de cassation considère que si vous travaillez dans une autre entreprise alors que vous êtes en arrêt maladie, bon, ce n'est pas une faute vis-à-vis de votre employeur. Enfin, il y a quelques paradoxes en droit. Voilà, et entre le droit à la sécurité sociale, le droit du travail, entre les juges et ce qui est écrit, parfois il y a des petites différences, des différences d'appréciation, on va dire. Des divergences de vues, d'interprétation des textes, et selon qu'on est devant tel juge ou tel organisme ou administration, on a des interprétations des textes qui peuvent être différentes. Donc là, dans l'exemple de Nicolas, vis-à-vis de la sécurité sociale, vous prenez un risque assez fort, alors que vis-à-vis de votre employeur, on considère que ça n'est pas constitutif d'un manquement à votre obligation de loyauté qui persiste pendant la période de suspension du contrat de travail. Pour l'instant, la Cour de cassation a retenu la déloyauté quand vous allez travailler dans une entreprise concurrente de votre employeur. C'est quand même le moindre des choses. Mais voilà. Donc, on est au-delà des 3 ans ou de la période de guérison et votre état de santé est stabilisé. Votre état de santé est stabilisé. Alors,
en droit du travail, Nicolas va aborder dans quelques minutes le sujet, se posera la question du retour dans l'entreprise et un passage là par le médecin du travail. Une autre question est de savoir, dans vos rapports avec la sécurité sociale, qui ne vous verse plus d'indemnité journalière de la sécurité sociale, si vous pouvez relever de ce qu'on appelle l'invalidité. Donc, l'invalidité… Je vous interromps. On a une question justement tout à l'heure. Juste avant, on parlait des contrôles qui peuvent être mis en place par la sécurité sociale ou par l'employeur. Est-ce qu'un contrôle par l'organisme de prévoyance est possible? Je pense que oui. Oui, puisque c'est un payeur et il doit pouvoir vérifier que les conditions… Ouais. Merci. Donc, l'invalidité, c'est stabilisation de l'État et médecin conseil de la sécurité sociale qui est compétent pour apprécier si vous avez perdu, alors c'est quand même assez lourd, hein, c'est au moins 2/3 de votre capacité de travail. Donc, la plupart des dossiers ne basculent pas en invalidité. Donc, catégorie 1, 2 ou 3. Alors, la catégorie 2, vous ne pouvez plus exercer la moindre profession. La catégorie 3 nécessite en plus d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne. Précision quand même, quand on dit invalidité catégorie 2, c'est une décision sur avis médical prise par l'organisme de sécurité sociale sur la base du constat fait par le médecin de la sécurité sociale. Ça n'engage absolument pas le médecin du travail et l'entreprise n'a pas le droit de vous licencier parce que vous êtes reconnu en invalidité catégorie 2 ou 3. Ça relève de la seule compétence du médecin du travail et c'est lui, après avoir, contrairement au médecin de la sécurité sociale, échangé avec l'employeur, opéré une étude du poste et des conditions de travail, chercher toutes les solutions de reclassement et de retour à l'emploi. Donc, on peut se retrouver dans une situation où vous êtes en invalidité, éventuellement catégorie 2, mais on peut se poser quand même une issue, une recherche de reclassement. Il y avait une des questions qui était posée, est-ce que je peux rester longtemps en invalidité tout en étant… est-ce que je peux être toujours dans l'entreprise en étant en invalidité deuxième catégorie? Oui, dès lors que tant que vous n'êtes pas déclaré inapte, vous pouvez continuer à être inscrit à l'effectif, pas forcément être présent physiquement dans l'entreprise, mais continuer de toucher la prévoyance. Si la prévoyance est intéressante, c'est plus intéressant que d'être licencié. Donc, vous continuez de toucher la prévoyance, vous avez des feuilles de paie à 0 et vous continuez d'être inscrit à l'effectif jusqu'à soit la retraite, soit un avis d'inaptitude. Donc ça, c'est des décisions qu'il faut… Vous avez le temps, vous avez vu les délais, mais c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Il faut regarder les contrats de prévoyance, il faut regarder ce que prévoit la convention collective dans la branche dont vous dépendez, ou le cas échéant dans les accords d'entreprise qui peuvent s'appliquer. Et voilà, il faut faire un peu une sorte de mini-audit de sa situation et eu égard à votre pathologie et ce que dit aussi le médecin, voilà, c'est au cas par cas, il n'y a pas de règle. Mais effectivement, nous, on a souvent vu dans des entreprises des personnes qui sont à l'effectif pendant des années, des personnes d'ailleurs que les gens ressources humaines ne connaissent plus. Et ça, c'est vrai surtout dans les grandes entreprises. Oui, dans les petites, c'est moins… Dans les petites, et dans les grandes banques, où ils sont 20 000, ceux qui sont souvent en invalidité depuis un certain nombre d'années, on les découvre un peu au moment du départ à la retraite. Donc voilà, vous pouvez être reconnu en invalidité. Les personnes ont une pension. Voilà, la pension, alors les montants ne sont pas très élevés, ça va dépendre de la catégorie 1, 2 ou 3 et calculé en pourcentage de votre salaire de référence. C'est le salaire annuel moyen. Vous les avez mis dans la slide numéro 12. Donc, exactement, merci Nicolas, c'est la slide 12. Voilà, donc 30%… Une question, excusez-moi, oui. Pardon, on a une question de Marie-Rose qui demande est-ce que 80% d'incapacité, est-ce que ça correspond à la catégorie 1 ou 2?
80% d'incapacité. Je pense que vous faites référence à une notion d'handicap là, et pas d'invalidité. Parce que c'est pas voilà, je vérifiais le texte, mais c'est pas le critère. C'est pas le critère, c'est pas un pourcentage. C'est pas un pourcentage, on a une définition. On a autant, c'est la perte de capacité de travail. Donc pour la catégorie 1, c'est 2/3. Et ça, c'est le médecin qui va estimer qu'on on a atteint ou pas les 2/3. C'est vrai que parfois, c'est un peu une casuistique, c'est pas évident. Et puis, les deux autres catégories, c'est on considère que vous ne pouvez plus exercer une profession, voire qu'en plus, vous nécessitez l'aide d'une tierce personne. Alors, précision d'ailleurs, peut-être qu'il y a une confusion avec ce qu'on appelle le taux d'incapacité permanente qu'on retrouve chez les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, précisément une fois qu'elles sont guéries ou consolidées. Donc, à ce moment-là, c'est encore une fois le médecin de la sécurité sociale qui va fixer un taux d'IPP, d'incapacité permanente. Et là, le taux peut être de 5%, 100%, c'est au cas par cas. Et ce taux va déterminer l'ouverture ou non à ce qu'on appelle une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle. La rente, elle est trimestrielle, elle est servie à vie, dès lors que le taux d'IPP est de 10% et plus. En dessous de 10%, vous avez le versement d'un capital. Donc, vous avez les montants de la pension, donc un pourcentage du salaire de référence avec un montant minimum et un montant maximum, voilà, qui apparaît sur le tableau. De façon synthétique, et c'est des points qu'on pourra redévelopper dans la deuxième partie du webinaire, j'en ai terminé sur l'incapacité et l'invalidité. Nicolas va vous parler donc maintenant de l'inaptitude, c'est-à-dire le retour en entreprise maintenant est envisagé. Et Nicolas, tu as la parole. Alors, on a déjà vu un médecin, le médecin traitant, un deuxième médecin, le médecin de la sécurité sociale. Maintenant, il y a un troisième médecin, c'est le médecin du travail qui va regarder si vous êtes apte à reprendre ou pas votre travail. Le médecin du travail, son rôle, c'est de voir si votre état de santé est compatible avec votre emploi, le cas échéant, en l'aménageant ou en adaptant les horaires, votre poste de travail, etc. Donc, pour savoir si vous pouvez reprendre votre travail, c'est le médecin du travail qui est compétent. Alors, vous l'avez peut-être rencontré déjà lorsque vous êtes rentré dans l'entreprise. En principe, il y a une visite d'embauche. Aujourd'hui, c'est un peu changé de nom. La VLEP. Comment elle s'appelle? Enfin, c'est la visite. C'est pas la visite d'embauche comme d'information. Voilà. Sauf si vous êtes justement après une période de maladie, cancer, et que vous démarrez une entreprise, vous pourrez être éligible à une sécurité renforcée et donc à un contrôle plus poussé par la médecine du travail. Donc, le médecin du travail, soit il est dans les grandes entreprises, salarié de l'entreprise, ou soit ce sont des associations qui se sont réunies pour effectuer cette mission d'examen de votre état de santé par rapport à votre poste de travail. On vous a mis les définitions en page 14 et en page 15, on vous a mis un exemple d'avis d'inaptitude. Parce que si vous êtes apte, vous continuez, tout se passe bien, le médecin considère que vous pouvez continuer à travailler. Parfois, il peut prévoir des aménagements, améliorer l'ergonomie, améliorer votre position dans l'entreprise, améliorer votre bureau, etc. Il y a plein ou vos horaires. Mais si il considère que votre état de santé n'est pas compatible avec votre poste, il va émettre un avis d'inaptitude. Et vous avez donc la slide numéro 15 qui est l'exemple d'avis d'inaptitude. Cet avis est émis après une étude de votre poste. Donc, il doit prendre contact avec votre employeur, il doit étudier votre poste et il doit voir si les contraintes de votre poste sont compatibles avec votre état de santé. Il peut rendre un avis d'inaptitude
en décidant que l'état de santé est incompatible, alors, il peut prévoir soit une obligation de reclassement, soit une dispense de reclassement. La dispense de reclassement, c'est lorsque le maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. On le voit souvent alors, dans des états de santé très graves ou dans les problèmes de harcèlement moral, par exemple, où le retour du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à son état de santé compte tenu de ce qui a pu se passer dans l'entreprise. Donc voilà, une fois que vous êtes déclaré inapte, s'il n'y a pas de reclassement possible, la procédure de licenciement va rapidement s'enclencher. S'il y a une procédure de reclassement qui est envisagée et envisageable, là, l'employeur, en principe, a un mois pour faire une proposition. Pendant ce mois-là, le salarié, en principe, n'est pas rémunéré. Et s'il n'y a pas de reclassement possible et pas de licenciement dans le délai d'un mois, le salaire reprend. Mais cette période d'un mois est ouverte pour que l'employeur fasse des recherches de reclassement. Quand c'est des groupes, il doit aller consulter les différentes filiales, tout en gardant quand même en tête les préconisations du médecin. Parce que vous pouvez avoir reclassement sur un emploi administratif quand c'est quelqu'un, par exemple, qui ne peut plus porter de charges lourdes parce qu'il y a eu des opérations qui font que les ganglions fassent que vous ne pouvez plus porter, par exemple. Donc là, il y a des aménagements de poste, une aptitude, mais par exemple, que sur un poste, un reclassement que sur un poste administratif. Donc, il y a plein d'aménagements envisageables. Et l'employeur doit rechercher tous les postes disponibles compatibles avec l'état de santé du salarié et les préconisations du médecin du travail. Étant précisé que l'employeur peut demander au salarié aussi le périmètre de reclassement. Quand vous avez des entreprises internationales ou qui ont des agences ou des succursales dans toute la France, l'employeur va vous demander quel est votre périmètre de reclassement et il va chercher dans ce périmètre-là tous les emplois envisageables pour le salarié. S'il identifie des postes disponibles, il doit vous les proposer et le salarié soit accepte ou soit refuse. S'il refuse, l'étape d'après, ça va être le licenciement pour l'absence de reclassement possible dans l'entreprise. En principe, il faut consulter le CSE, sauf s'il n'y a pas de reclassement envisageable. Le CSE, c'est le comité économique et social de l'entreprise. Et le salarié qui sera licencié percevra une indemnité. On vous a fait un tableau avec les différentes avantages, si on peut appeler ça avantage, en tout cas indemnité, que vous percevrez en cas de licenciement. Si vous êtes licencié à la suite d'une impossibilité de vous reclasser, retenez deux choses. Vous avez droit à une indemnité de licenciement. Alors, s'il y a une convention collective, c'est une indemnité conventionnelle de licenciement, en général plus favorable que ce que prévoit la loi. La convention collective la plus généreuse, c'est la presse. La presse, vous avez droit à 1 mois d'année par année d'ancienneté. Et la loi, aujourd'hui, c'est 1/4 de mois par année d'ancienneté. Donc, entre le 1/4 et le 1 mois de salaire par année d'ancienneté, vous avez à peu près tout ce qui peut exister suivant les conventions collectives. Vous n'avez pas droit, en principe, à une indemnité de préavis, parce qu'on considère que vous n'êtes pas en état de travailler. Et si vous n'êtes pas en état de travailler, l'employeur n'a pas à vous verser une indemnité compensatrice de préavis, sauf accident du travail ou maladie professionnelle. Là, vous avez tout le détail dans le tableau de la slide numéro 18. Donc, vous touchez votre indemnité de licenciement, pas de préavis. Évidemment, vous touchez vos congés payés. Et puis, s'il n'y a pas de reclassement, si les efforts de reclassement ne sont pas suffisants, le licenciement pourra être jugé sans cause réelle et sérieuse et le salarié pourra éventuellement toucher des dommages et intérêts qui aujourd'hui sont encadrés par la loi. Donc là, on vient de faire 3 notions à la fois de sécurité sociale et de droit du travail avec 3 médecins différents. On va arrêter avec les médecins, mais il y a un autre statut que l'on va évoquer, c'est le statut du travailleur handicapé. Alors, pardon.
J'ai une question de Marion qui demande justement sur la partie du reclassement. Est-ce que les conditions de travail peuvent changer en termes de salaire, de nombre de jours de congé Il y avait une des questions quand effectivement sur ce il y a un sujet-là, reclassement? avec même un changement de convention collective. Oui, bah, par exemple, vous travaillez pour une banque qui a une succursale avec qui a une autre convention collective, comme par exemple Syntec, c'est parfaitement possible. Bah, si on vous demande, si on vous propose d'aller dans cette filiale-là avec une autre convention collective, bah, ils vous font la proposition. Si cette proposition rentre dans les préconisations du médecin du travail, évidemment. Et donc, si vous acceptez, bah oui, vous pouvez avoir un changement, un employeur, d'autres conventions collectives. On peut également vous proposer un poste qui n'est pas forcément le vôtre. Vous avez un poste où vous avez des charges lourdes et votre état de santé ne permet pas le port de charges lourdes. On vous propose un poste administratif. C'est plus du tout le même poste que vous aviez auparavant. Ce serait une modification de votre contrat de travail. La rémunération ne sera peut-être pas la même. La classification ne sera peut-être pas la même. La qualification, pardon, ne sera pas la même. Et si vous l'acceptez, bah, vous l'acceptez, puis vous continuerez dans ce poste. Si vous le refusez, l'employeur pourra dire bah, moi, j'ai fait mon travail, j'ai proposé une solution de reclassement qui était conforme à ce qu'a préconisé le médecin du travail. Le salarié ne l'a pas accepté. Je n'ai pas eu d'autre choix parce que je n'avais pas d'autre poste à lui proposer que de le licencier. Moi, j'ai rempli mon obligation. Donc, l'enjeu est un peu celui-là. D'accord. Même si donc on peut effectivement voir à la baisse sa rémunération, son nombre de jours de congé, etc. Ouais, bah, Après, oui. si le statut change, parce que le médecin du travail a identifié que seul ce poste-là peut vous être proposé, si l'employeur vous le propose, après, le salarié est libre d'accepter ou refuser, hein, bien évidemment. Mais s'il le refuse, il ne pourra pas, il perdra son emploi, et puis ce sera plus compliqué pour aller contester son licenciement après. Le médecin du travail a une approche purement médicale et pragmatique. Il ne raisonne pas en droit par rapport à la loi ou par rapport aux clauses du contrat de travail ou la future convention collective. Donc, s'il identifie un poste qui coche toutes les cases de « ça n'a rien à voir avec mon contrat », il dit que c'est compatible. Il dit « voilà, je propose tel type de reclassement ». L'employeur est tenu de le prendre en considération. Là, il a une obligation de résultat. Et puis, le salarié ne peut pas se voir imposer une modification contractuelle. Donc, le salarié peut refuser, mais l'employeur a le droit d'en tirer les conséquences parce que si l'employeur a une obligation de résultat, quand il doit prendre en considération les préconisations du médecin du travail, il a en revanche une obligation de moyens en ce qui concerne les reclassements. S'il n'a pas de solution compatible avec ce que propose le médecin du travail, et si par ailleurs le salarié ne veut pas d'un poste parce qu'il implique un déménagement, il implique une baisse de salaire, il implique un changement de convention collective, dont acte, mais il sera contraint d'en tirer les conséquences et de prononcer un licenciement pour inaptitude, médicalement constaté par le médecin du travail, et impossibilité de reclassement. Alors, tout ça sous le contrôle du juge. Quand je parle du juge, on peut également contester l'avis d'aptitude ou d'inaptitude du médecin du travail, que ce soit le salarié ou l'employeur. Aujourd'hui, ils ont mis en place une telle procédure depuis 2017. Oui. Je crois que c'est assez rare, les contestations d'avis d'inaptitude, puisqu'il faut passer devant le juge des référés. Ça n'existe quasiment plus, parce qu'avant, on passait devant le médecin inspecteur régional, c'est quand même plus simple. Maintenant, il y a une procédure tellement lourde, mais on peut contester l'avis d'inaptitude ou d'aptitude d'ailleurs du médecin du travail dans les 15 jours du prononcé de l'avis. Et puis, on parle du manque de médecins, ça c'est aussi un vrai sujet, mais par exemple, quand ils ont créé cette procédure de référé, dans beaucoup de juridictions, en fait, ils n'avaient pas les médecins. Donc, voilà. L'État n'était pas en mesure d'assumer ce qu'il avait créé par la loi. Alors, pour faire écho et clôturer sur l'inaptitude, avec une des questions que vous aviez posées, quand on fait finalement son mini-audit de sa situation personnelle et de son calcul, qu'est-ce que j'ai intérêt à faire? Bien évidemment, se pose la question quand on va voir le médecin du travail en vue d'une visite médicale de reprise. Être en inaptitude déclarée par le médecin du travail, donc ça va impliquer cette procédure de recherche de reclassement et éventuellement de licenciement. Donc, ça veut dire qu'on va perdre son travail. Alors, c'est mieux que de démissionner, hein, parce que la démission
n'avez droit à rien, vous n'avez pas droit à l'assurance chômage. Donc, jamais on démissionne, sauf si on a retrouvé une situation ou si on peut se le permettre ou si on a fait des choix de vie qui sont compatibles avec votre situation financière, de santé, personnelle et familiale. Et financièrement, la démission ne rapporte rien, ni indemnité de licenciement, ni chômage. Voilà, donc vous pouvez aussi proposer à votre employeur, c'était dans la question, la rupture conventionnelle qui vous ouvre l'allocation chômage dans les mêmes conditions qu'un licenciement. Bon, le licenciement pour inaptitude, comme l'a rappelé Nicolas, ça vous donne quand même des paiements d'indemnité de licenciement. Avec une ancienneté conséquente, c'est pas neutre, d'autant que, contrairement à un salaire ou à des allocations d'assurance chômage, de retraite, toutes les prestations sociales, l'indemnité de licenciement est totalement défiscalisée et n'est pas traitée comme du salaire pour l'URSSAF. Hein. Donc, je ne sais pas si vous avez une indemnité de 50 000 euros net de toute cotisation, toute imposition. Bon, voilà, c'est à prendre en considération, sachant que vous ouvrez par ailleurs, bien sûr, vos droits à l'assurance chômage. Alors, du coup, pardon, justement, je rebondis. Mireille nous demande, est-ce que l'employeur, dans quelle mesure est-ce qu'il peut refuser une demande de rupture conventionnelle? Ah ben, il peut dans la mesure où il n'en veut pas. C'est la négociation, ça signe à deux, c'est un contrat. D'accord. Le salarié ne peut pas l'imposer, l'employeur ne peut pas l'imposer. Okay. Sachant que pour l'employeur, ça a un prix. Parce que la rupture conventionnelle implique le paiement d'une indemnité de départ. Et cette indemnité de départ ne peut pas être inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement. Donc, quand c'est quelqu'un qui a eu 30 ans d'ancienneté, ça peut représenter des sommes importantes. Et c'est souvent. Alors, les cas de refus, c'est effectivement quand il y a des sommes importantes, ou parfois dans l'entreprise, c'est des questions de principe. Parce qu'aujourd'hui, objectivement, les gens ne démissionnent plus et demandent la rupture conventionnelle. Et si l'employeur dit non, on part en absence injustifiée. Et vous avez tous ou toutes suivi les pérégrinations législatives d'avant les vacances pour faire juger que l'abandon de poste est une démission présumée. C'est un peu la réponse au refus de la rupture conventionnelle. Moi, je ne viens plus, j'attends que mon employeur me licencie. Aujourd'hui, ce n'est plus aussi simple. Voilà. Okay. Étant donné que j'avais une question aussi, savoir comment ça marche le préavis en cas de rupture conventionnelle, il n'y a pas de préavis en cas de rupture conventionnelle. Le préavis, c'est qu'une notion de licenciement ou de démission. La rupture conventionnelle, c'est deux choses. On se met d'accord sur le prix et sur la date du départ. Voilà. D'accord. Merci. Pour vous dire à quel point aussi ce n'est pas optimisé côté employeur qui ne souhaite pas s'engager dans la voie d'une rupture conventionnelle d'un salarié, je viens de vous indiquer que l'indemnité de licenciement, elle est nette, le brut égale le net. Quand vous percevez la même, c'est le minimum, hein, c'est l'indemnité de licenciement hein, qu'on doit verser en rupture conventionnelle. Là, c'est la même chose, sauf que le législateur est venu chercher encore des sous et a créé un forfait social. C'est quand même 20% de la somme que l'employeur devra payer en plus, alors que dans le cadre d'un licenciement, il ne paierait pas ce forfait social de 20% de la totalité de l'indemnité. Il ne le paye pas aux salariés, hein, il le paye aux organismes sociaux. Alors, le travailleur handicapé, donc voilà, c'est plus vous donner, dans le cadre de toutes les possibilités qui s'offrent à vous en termes de droits sociaux, de couverture complémentaire, de la même façon que vous avez la reconnaissance d'affection longue durée, ça a à voir avec le médecin traitant, qui vous permet une meilleure prise en charge des frais médicaux, des soins. Bon, le travailleur handicapé, ça rejoint dans la notion l'incapacité de travail au sens de l'invalidité, hein, catégorie 1, 2, 3, c'est-à-dire que j'ai une diminution de ma capacité à travailler parce que je relève du statut du handicap. Alors, c'est la Commission des droits et l'autonomie des personnes handicapées qui est compétente. Le statut est prévu dans la loi par le Code du travail. Elle est attribuée, cette allocation, pour une durée qui
peut varier entre 1 an et 5 ans. En revanche, si le handicap est irréversible, elle peut être versée dans ce cas-là de façon totalement permanente. Alors, il y a des règles de non-cumul. Elles ne se cumulent pas avec une pension de retraite, elles ne se cumulent pas avec la pension d'invalidité ou avec une rente d'accident du travail qui serait au moins égale à la dite allocation de travailleurs handicapés. Donc, c'est quelque chose dont il faut avoir à l'esprit que ça existe quand la question est amenée à se poser. Sur les conséquences en droit du travail, pas grand-chose, si ce n'est qu'en matière de licenciement, on a un doublement de la durée du préavis, alors dans la limite de 3 mois, parce qu'en réalité, légalement, le préavis est de maximum 2 mois. Dans la quasi-totalité des cas, en ce qui concerne tout le moins les cadres, ces populations ont dans les accords collectifs de branche des préavis qui sont de 3 mois. Mais ce n'est pas toujours le cas. Au moins de 3 mois, parce que par exemple, dans la métallurgie, c'est 6 mois. Donc les cadres il n'y a pas de conséquences à se voir reconnaître du point de vue du travail, du droit du travail, pardon, la notion de travailleur handicapé, en droit du travail. Voilà, en droit du travail, il n'y a que cette incidence-là. Et donc, pour des personnes non cadres ou avec des anciennetés très faibles, parce que si vous avez une ancienneté entre 6 mois et moins de 2 ans, la loi ne vous attribue que 1 mois de préavis. Bon, là, on a quand même un triplement pour ces catégories de salariés. Et puis, un rappel, c'est que c'est une obligation pour les entreprises d'employer des travailleurs handicapés. Le quota légal n'a pas bougé, c'est 6%. Le code du travail des effectifs qu'il prévoit. Et trop souvent, malheureusement, les entreprises préfèrent payer une pénalité au Trésor public. Mais voilà, c'est aussi vertueux. C'est vrai que dans les politiques RSE, qualité de vie au travail, il y a quand même des efforts et des progrès qui ont été faits. On constate des évolutions. Alors peut-être plus dans des grands groupes que dans des plus petites structures, mais voilà, c'est une obligation en tout cas qui est marquée dans la loi. Donc on a fait le tour des grandes notions auxquelles vous allez être confrontés en cas de maladie, en cas de cancer, c'est souvent considéré comme une maladie longue durée. Donc, l'invalidité, ça peut arriver, l'incapacité de travail, il y a forcément des arrêts de travail. Un moment ou l'autre, vous passerez devant le médecin du travail. Donc, il faut avoir toutes ces notions qui se recoupent, mais qui ne sont pas identiques. Donc, j'espère qu'on a apporté un peu d'éclaircissement à toutes vos interrogations sur ces notions. Après, on avait toute une série de questions qu'on a essayé de regrouper par thème. Si on prend un peu par ordre chronologique, les premières questions, c'est qu'est-ce qui se passe pendant l'exécution du contrat de travail. Alors, sur l'exécution du contrat de travail, les questions qui reviennent le plus concernent le mi-temps thérapeutique. Il y avait des questions, c'est combien de temps peut durer le mi-temps thérapeutique. Ça peut durer 1 an, c'est l'article 323-3 de mémoire, R323-3 du Code de la Sécurité sociale. N'allez pas le voir parce qu'on a été à 3 tout à l'heure pour le lire. Je pense que personne n'a rien compris à cet article. Donc, on a fini par avoir un article de doctrine, plusieurs articles de doctrine qui nous confirmaient que le mi-temps thérapeutique, c'est 1 an. Mais n'allez pas voir l'article R323-3 du Code de la Sécurité sociale parce que c'est à peu près incompréhensible. En fait, c'est des articles qui sont des décrets et dans les cabinets ministériels, ils rédigent des textes. Et un article du Code de la Sécurité sociale, en fait, vous avez en général, ça tient sur 1 page et demie, c'est indigeste et ça renvoie à une quinzaine d'autres articles. Donc, en fait, il faut faire des photocopies de chaque article, prendre 3 stabilo-bus de couleurs différentes et puis, voilà, il faut se poser et à la fin, on comprend, en général. Vous allez voir un avocat qui va vous traduire. Donc, il y a pas mal de questions comme ça sur le mi-temps thérapeutique. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si le mi-temps thérapeutique, c'est
c'est votre médecin traitant qui va le préconiser, qui sera validé par le médecin du travail. Et après, il y avait une des questions, qu'est-ce qui se passe si l'employeur refuse? Alors, il peut refuser, mais c'est quand même assez encadré. C'est-à-dire qu'il peut refuser que pour des motifs légitimes liés aux contraintes de l'activité tenue, des exigences réglementaires de sa profession ou du métier, on ne peut pas travailler à mi-temps. Voilà. S'il le refuse sans véritable raison légitime, il va se mettre en faute. Il va se mettre en faute au regard de l'obligation de sécurité, il va se mettre en faute au regard des préconisations du médecin. Donc, il pourra être sanctionné s'il y a un refus illégitime. On a des petites réactions sur le temps partiel thérapeutique. Charlotte nous demande, est-ce que le mi-temps thérapeutique, enfin le temps partiel thérapeutique, il doit occuper le même pourcentage de travail sur les 1 an, ou est-ce qu'il peut évoluer? Est-ce qu'on peut démarrer à 20%, puis poursuivre à 60%? Alors, il est fixé au départ, mais d'abord, la situation de la personne peut elle-même évoluer et bien évidemment, on ne va pas, parce que c'est figé dans le marbre une fois pour toutes. Non, c'est le médecin du travail qui nous dira, non, mais au final, c'est lui qui a le dernier mot. C'est le médecin du travail qui dira non. D'ailleurs, dans plein de dossiers, on voit des évolutions, parfois à la demande du salarié d'ailleurs, qui souhaite soit lever le pied parce que c'est trop dur, soit au contraire reprendre à temps plein progressivement, sachant que ce n'est pas neutre aussi sur le salaire de référence. Enfin, c'est pas mal de questions. Okay, merci. Après les questions sur l'exécution, donc je travaille. Il y avait pas mal de questions sur la suspension du contrat de travail, notamment sur est-ce que je peux démissionner pendant mon arrêt de travail? Oui, on peut démissionner pendant un arrêt de travail. Il y avait quelqu'un qui était en arrêt maladie depuis 9 mois et qui envisage de changer d'employeur. Oui, on peut démissionner pendant un arrêt de travail. Ça fera partir un préavis. Si vous êtes toujours en arrêt de travail, de toute façon, le préavis il ne sera pas exécuté. Après, on peut avoir des cas où on est arrêté 1 mois avec un préavis de 3 mois. Après, si l'arrêt de travail n'est pas prolongé pour les 2 mois qui suivent, il peut y avoir une reprise, souvent après un examen du travail. Il peut y avoir une mise en place d'un mi-temps thérapeutique pour répondre à la question qui était posée. Voilà, il peut y avoir des aménagements. Et puis, alors, le préavis peut être 3 mois. Après, le préavis peut aussi se négocier avec l'employeur. C'est-à-dire que si vous demandez à votre employeur d'être dispensé de la fin d'exécution du préavis, je suis arrêté 1 mois et puis au bout d'1 mois et demi, j'ai retrouvé un autre employeur, je voudrais quitter le poste. Si ça fait 9 mois que vous n'êtes pas là, il est fort probable que votre employeur vous dispense du reste du préavis. Lui, ça lui fait sortir un salarié. Il n'a pas à se préoccuper de savoir comment je vais faire bosser quelqu'un pendant 2 mois. Donc, ça peut avoir un intérêt parce que c'était aussi dans le sous-jacent de la question. Je pense que ça peut aussi avoir un intérêt pour l'employeur dès lors que le salarié le demande, si c'est le salarié qui le demande, il n'a pas à payer, de dispenser le salarié son préavis et le libérer plus tôt pour aller travailler éventuellement chez un nouvel employeur. Dans le même genre de question, c'est la même personne qui disait est-ce que je peux signer également une rupture conventionnelle en arrêt de travail? Oui, on peut signer une rupture conventionnelle en arrêt de travail, que ce soit arrêt de travail simple ou arrêt de travail, maladie ou un accident du travail. Il n'y a pas de restriction là-dessus. La rupture conventionnelle, il ne faut pas que le consentement du salarié soit, ou de l'autre partie d'ailleurs, il ne faut pas que le consentement des parties soit vicié. Voilà, sinon, on est assez libre sur la rupture conventionnelle de la signer un peu quand on veut. Donc ça, c'était avec des questions là, sur l'exécution du préavis, le fait de partir, la rupture conventionnelle. Il y avait également des questions sur les congés payés. Je suis en maladie, est-ce que ça reporte? J'ai acquis des congés payés, est-ce que je peux les récupérer après mon arrêt de travail? La réponse est oui. Initialement, c'était que pour les arrêts de travail, pour maladie ou accident professionnel. Sous la pression de l'Europe, je crois que la loi, j'ai vu que la loi et la jurisprudence ont un peu évolué. Alors après, ce que disait la jurisprudence européenne, c'est que vous pouvez les récupérer dans un délai raisonnable. Qu'est-ce qu'on appelle un délai raisonnable? Il y a un arrêt qui dit 9 mois, ce n'est pas suffisant après la fin de l'arrêt de travail.
et un arrêt qui dit que 15 mois, c'est un délai raisonnable. Pour l'instant, la loi française n'est pas très précise là-dessus. Donc, ce sera, on va dire, au cas par cas avec les juges que ça pourra se traiter. Mais le principe, c'est qu'effectivement, les congés payés acquis avant l'arrêt maladie peuvent, en principe, se reporter. Je ne sais pas si vous avez là d'autres questions sous le coude qui tombent. Non, pas nécessairement sur cette partie-là. Je fais L'activité bénévole, je crois que j'ai déjà un peu répondu. Ouais. Est-ce que je peux faire l'activité bénévole pendant le travail? Est-ce que tu avais dit, mais je suis plus attentif, sur la rupture conventionnelle quand j'ai une proposition d'embauche dans une autre entreprise? On peut le dire, mais enfin, on peut la signer, Oui. mais ne le dites pas à votre patron actuel, parce que si vous lui dites j'ai un autre emploi, est-ce que je peux signer une rupture conventionnelle? Il va vous dire démissionner. Démissionne, il va vous dire. Du coup, on a une question de Marion qui demande peut-on faire une formation quand on est en arrêt de travail ou passer des concours? Alors, j'ai vu, j'ai vu sur le concours de la fonction publique, j'ai envie de dire oui. Quand vous êtes en arrêt de travail, il faut regarder aussi vos horaires de sortie. Est-ce que vous êtes sortie libre, pas sortie libre, par exemple? Il y a vis-à-vis des sécu, vis-à-vis de l'employeur. Vis-à-vis de l'employeur, vis-à-vis de l'employeur, pas de difficulté. À part aller bosser chez un concurrent, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Les sorties illimitées. La sécu, c'est aussi une question de mesure. Si le médecin, vous pouvez être en sortie libre, bon, c'est pas pareil. Si vous êtes en sortie autorisée, il faudra voir aussi concrètement le temps que vous consacrez, l'énergie. Enfin, bon, s'il s'agit de bosser 10 heures par jour toute la semaine, ça risque de coincer. Là, en l'occurrence, Marion a sortie illimitée. Donc, le risque de contrôle. Sortie, ce n'est pas activité. Hein, donc, passer un concours, ce n'est pas forcément une activité au sens je te supprime tes allocations. Mais attention, s'il y a un contrôle. Attention. Il y avait une question aussi sur le compte de formation. Est-ce que mon compte n'a pas été abondé en 2020 malgré mes relances? Ça a été en arrêt de travail. Non, le compte de formation n'est pas abondé pendant les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie. Il est abondé en cas de maternité, d'adoption ou d'ATMP, mais pas de maladie simple. C'est l'article 6323-12 du Code du travail. Alors, j'ai aussi une question de Nathalie qui demande mon employeur a modifié ma fiche de poste en mon absence. Il a ajouté des missions, dont certaines à l'international, que je ne faisais pas avant. Est-ce une faute? Alors, c'est pareil, là, ça va être un peu au cas par cas. C'est-à-dire que c'est la fameuse distinction en droit du travail entre la modification des tâches et la modification des fonctions. L'employeur est en droit de modifier les conditions de travail, donc les tâches. Il n'est absolument pas en droit de modifier le contrat de travail. Et au titre du contrat de travail, vous avez les fonctions. Alors là, c'est une casuistique, c'est absolument, c'est pas imprévisible, mais c'est parfois assez infernal et difficile de lire dans le marc de café. Pour vous donner un exemple très éclairant, c'est une affaire qui a été portée jusque devant la Cour de cassation il y a 20 ans. Un ouvrier agricole avait été embauché et on l'avait mis à l'embouchage des bananes. Et puis, son employeur lui avait demandé de s'occuper de la cueillette des citrons. Et il avait considéré qu'il n'avait pas été embauché pour faire ça et que c'était constitutif d'une modification de ses fonctions. Et la Cour de cassation a considéré, en tout cas validé la position de la Cour d'appel qui avait estimé que l'employeur avait été en droit de le faire passer des bananes au citron, tout simplement parce que il était le contrat de travail et la fiche de poste, c'était d'être ouvrier agricole. Et que donc, voilà. Mais c'est très souvent une casuistique et parfois difficile. Donc, il y a des échanges qui peuvent être un peu tendus parce que c'est le juge au final qui va dire c'était bon ou c'était pas bon. Pour votre cas, s'il n'y avait pas de mission internationale, moi j'aurais tendance quand même à penser que s'il faut aller bosser, faire des missions à l'étranger, que ce n'était pas prévu, ça nécessite quand même des déplacements. À mon avis,
C'est pas dans l'équilibre contractuel. C'est pas dans le contrat de départ. Ouais. Je pense qu'on pourrait considérer qu'il y a une certaine modification du contrat de travail qui nécessiterait quand même l'accord préalable du salarié, qu'on ne puisse pas lui imposer ce genre de modification. Un exemple qu'on retrouve assez souvent, c'est très souvent les salariés cadres disent on m'a rajouté un échelon hiérarchique, mon N+1 c'est devenu mon N+2, on m'a retiré du management. Bon, ça peut, en soi, ça peut être un indicateur de plus globalement une modification des fonctions et des responsabilités qui vont avec, mais ça n'est pas automatiquement constitutif d'une modification contractuelle. En revanche, j'avais une équipe que j'encadrais, que ce soit 1, 5 ou 20 personnes, on me retire la totalité de cette mission d'encadrement, de management d'équipe. Ça, c'est une modification contractuelle. Donc, il y a des cas où c'est très tranché. Vous travaillez de nuit, on vous demande de travailler alors, de ça, jour c'est une ou modification inversement. contractuelle. Ça, c'est une modification contractuelle. Voilà, on touche à votre rémunération variable. Enfin bon, il y a plein de… Le lieu de travail, effectivement, l'exemple de l'international. Pour répondre le cas de madame, ce que j'ai envie de dire, si vous faites la même chose avec des clients qui sont à l'étranger et que vous n'avez pas besoin de vous déplacer et que ça se passe par visio ou dans des horaires français habituels de travail, je ne suis pas sûr qu'il y ait de modification. Maintenant, si on vous demande d'aller travailler, d'aller faire des déplacements à l'étranger pendant plusieurs semaines ou plusieurs jours, là, à mon avis, la discussion pourra peut-être s'engager. Voilà. Très bien. Alors, je sais que vous allez aborder la prévoyance. On a d'autres questions qui arrivent à ce sujet-là. Tout à fait. Ouais, avant la prévoyance, il y avait la rupture du contrat de travail pour rester tout à fait dans le contrat. Il y avait une des questions, j'ai envoyé mon arrêt de travail à la caisse primaire d'assurance maladie. Mon employeur prétend ne pas l'avoir reçu et me menace de sanctions disciplinaires. Il faut en principe l'envoyer dans un délai raisonnable. Souvent, les contrats de travail a marqué 48 heures à l'employeur. Ce que je comprends là, ça va être une question de preuve. Si le salarié dit qu'il l'a envoyé, est-ce qu'il l'a envoyé par mail? Est-ce qu'il l'a envoyé par lettre commandée? Maintenant, dès que vous savez que l'employeur n'a pas eu son arrêt de travail, vous le renvoyez soit par lettre commandée, soit par mail pour avoir une preuve. Le mail, c'est pas mal parce que ça garde une preuve et ça coûte moins cher que le recommandé. Même si la valeur de la preuve n'est pas tout à fait la même. Enfin, c'est plus compliqué d'aller contester un mail. Donc moi, je vous conseille de l'envoyer par mail et après par lettre simple. J'ai envie de dire que si c'est arrivé une fois que l'arrêt de travail n'arrive pas, dès que vous êtes informé que l'employeur n'a pas, vous le renvoyez. Et il y a peu de chances qu'il vous sanctionne. Ou si vous sanctionne, c'est qu'il veut vous faire partir pour un motif relativement fallacieux. Pour moi, de toute façon, ça n'engagerait pas un licenciement. Un licenciement, c'est deux choses. C'est une cause réelle et sérieuse. Le retard d'un envoi d'un arrêt de travail pour quelqu'un qui est malade, qui a un cancer et qui est là depuis pas mal d'années dans la société, ça ne vaut pas un licenciement. Ça vaut, à mon avis, même pas un avertissement. Non. Donc, il pourrait y avoir dans l'absolu une faute du salarié, mais la sanction qui serait prise serait disproportionnée. Alors, je ne dis pas que si on a 10 arrêts de travail avec 10 retards d'envoi de l'arrêt de travail, là, on n'est pas dans un comportement fautif. Mais avec des recadrages de l'employeur qui écrit, qui dit attendez, madame, cessez parce que ça perturbe, ça désorganise, ça crée des problèmes de prise en charge. Bon, vous nous perturbez aussi. Si c'est une fois que l'arrêt ne l'a pas eu ou qu'il arrive en retard, la sanction qui serait prise derrière serait une sanction de mauvaise foi d'un employeur qui veut un prétexte peu recommandable pour se séparer d'un salarié. Et pour le coup, serait éligible à être sanctionné en plus pour une pratique discriminatoire. Après, il y avait une question sur l'assurance chômage. Est-il possible que mon statut d'invalidité 2 rend mon éligibilité à Pôle emploi, rend non éligible à Pôle emploi dans la mesure où je ne travaillais pas antérieurement à mon invalidité 2. Alors, je crois que je comprends la question, c'était le cumul. Ça pose la question du cumul, oui. La pension d'invalidité et l'assurance chômage. Si vous touchiez la prévoyance et du salaire antérieurement, vous pouvez toucher l'assurance chômage et la prévoyance après. Si c'est dans le cas inverse, ça ne marchera pas. On ne pourrait pas cumuler les deux. Voilà. Après, effectivement, il y avait beaucoup de questions sur la prévoyance. Alors, les questions sur la prévoyance, c'est toujours un peu les mêmes. C'est-à-dire que, en gros, mon dossier tarde à être pris en charge.
je comprends pas forcément toujours ce que je perçois. Oui, parce qu'il y a souvent un peu de retard à allumage entre l'employeur qui doit envoyer le dossier à la prévoyance qui met un peu de temps à prendre en charge et à faire démarrer le système. Donc, moi, ce que je rencontre souvent, c'est qu'effectivement, les, les prises en charge des indemnités de prévoyance mettent toujours un peu de temps à démarrer. Donc, ne soyez pas inquiets ou inquiètes là-dessus. En principe, ça doit se mettre en ordre. Après, ce n'est pas toujours lisible parce qu'il y a des rattrapages, il y a toujours des décalages. Il faut que l'organisme d'assurance ait le montant des indemnités journalières. Donc, ce n'est pas toujours aussi idéal qu'on le souhaiterait dans une période un peu compliquée. Je me suis déjà retrouvé avec des clients en expertise parce que plus personne n'y comprenait rien. Ça avait duré sur plusieurs mois et est arrivé au constat que l'entreprise devait 20 000 € à la collaboratrice. Sur la prévoyance, il y avait aussi une question un peu spécifique, mais qui… Alors, je parle juste là-dessus, il y avait une question pour rebondir. Il y avait une question qui disait mon employeur dit qu'il y a un indu et que je dois un trop perçu et que je dois rembourser. Ne remboursez pas les yeux fermés. La question, c'était est-ce que je peux demander à mon employeur de me justifier? Oui, demander un calcul de votre dette éventuelle. Et après, vous pourrez échelonner le remboursement, mais bien évidemment, vous avez le droit de demander des explications quand on vous demande de rembourser une dette. Il y avait le cas spécifique d'une personne qui a changé d'employeur et qui a son ex-employeur, voilà, excusez-moi, je raccrochais les wagons, ex-employeur qui lui-même avait résilié son contrat avec son organisme de prévoyance. Il se posait la question de la revalorisation du point AGIRC. La réponse, elle est dans la loi E20 du 31 décembre 1989, qui est très protectrice des droits des salariés. Donc, que ce soit les droits actuels, les droits différés, on est sur une situation qui préserve les droits, même non acquis. Donc, il y a notamment des arrêts de la Cour de cassation qui vont en ce sens que la valorisation doit bénéficier, bien évidemment, aux salariés. C'est le principe de la continuité des droits. D'accord, merci. En l'absence de réponse de mon employeur, qui dois-je relancer, l'employeur ou la prévoyance? Les deux. Oui. Embêtez-les les deux. Il faut que vous ayez des réponses. Donc, parce que de toute façon, l'employeur, vous lui posez la question, il ira voir l'assureur. Donc, et réciproque, moins, parce que c'est souvent l'assureur quand même qui calcule le montant de la prévoyance et qui la verse. Donc, mais n'hésitez pas à relancer. C'est aussi l'affaire de l'employeur, effectivement. Ouais. Ça reste votre employeur, le contrat de travail perdure et il est là aussi, pas pour faire assistante sociale, mais en revanche, pour débloquer des situations si l'organisme est défaillant. Donc, contactez les deux. C'est 2 fois plus de chances de votre côté de régler au plus vite ces situations qui peuvent vous mettre en plus dans des difficultés financières parce que les factures ne s'arrêtent pas de tomber pendant les périodes de… Moi, je connais une personne à qui on a annoncé le cancer et quand elle est arrivée à la sécurité sociale, on lui a dit qu'elle n'avait plus de sécurité sociale. Vous voyez. Ah oui. J'ai connu aussi. Il y a des périodes sympathiques comme ça. Ouais. Et plus de mutuelle. Et plus de mutuelle. Vous avez créé une mutuelle d'ailleurs à ce moment-là. Mais oui, c'est vrai. Ouais. On en était donc à la prévoyance. Oui, j'ai d'autres questions. Alors, particulières. Du coup, c'est plus sur la prévoyance, mais c'est concernant les différents médecins dont on parlait tout à l'heure. Qui prend la décision finale? Si le médecin traitant, le médecin du travail, le médecin conseil ne sont pas d'accord? Ça dépend du sujet. Ça dépend du sujet. Le médecin traitant, il ne va pas aller vous calculer votre taux de pension d'invalidité ou il ne va pas vous dire vous pouvez être classé dans la filiale Intel. Donc, ça dépend vraiment du sujet.
D'accord. Chacun a son domaine bien précis de compétences. Donc, ça dépend. Celui qui a son domaine de compétences aura le dernier mot sur. Après, le médecin du travail, quand il délivre un arrêt, peut être contrôlé par la sécurité sociale. Ok. Alors, Rachel demande sur la partie sur la capacité physique. Pardon, je n'ai pas entendu. Sur la capacité physique. Ça, c'est à mon avis l'arrêt de travail. Ah, pardon, oui, je n'avais pas compris la question. Oui, qui est complètement. C'est le médecin traitant. Alors, le médecin traitant délivre son arrêt de travail. La sécurité sociale déclenche les IJSS et le médecin conseil de la sécurité sociale peut à un moment donné considérer que l'arrêt ne se justifie pas. Ce qui n'interdit pas d'ailleurs de continuer à envoyer des arrêts maladie à son employeur. Là, dans la relation de droit du travail, vous avez toujours une suspension du contrat de travail parce que ce n'est pas que théorique. Vous pouvez avoir un cas où le médecin conseil de la Sécu considère que ça n'est pas justifié et donc cessation du paiement des IJSS, mais le médecin traitant peut, lui, avoir un avis médical contraire et continuer de prescrire des arrêts de travail. Alors, si en revanche, cette prescription est abusive, le médecin traitant peut faire l'objet de poursuites disciplinaires par le Conseil de l'ordre des médecins. C'est une autre question, mais ce n'est pas forcément incompatible. Après, attention, parce que le salarié, avec ces arrêts-là, ne se met pas en faute et le contrat de travail est toujours suspendu. Mais pour autant, sur le plan financier, ce n'est pas tenable. Moi, j'ai déjà eu le cas d'un salarié comme ça qui n'avait plus d'indemnité journalière de la sécurité sociale, mais qui continuait d'envoyer des arrêts de travail à l'employeur pour ne pas tomber dans le cadre d'une visite de reprise. Parce qu'il savait que, par exemple, avec la visite de reprise, il serait déclaré inapte. Et s'il était déclaré inapte, comme la société, de toute façon, ils étaient 4, il n'y a pas de reclassement possible, le salarié aurait été licencié. Donc, pour éviter d'être licencié, il a maintenu, et pendant ce temps-là, il touchait une partie de la prévoyance quand même. Alors, la prévoyance s'arrête quand on n'a plus d'indemnité journalière de sécurité sociale, mais en tout cas, le salarié voulait éviter le licenciement. Voilà. Alors, une précision, ce n'était pas dans les questions, mais je pense que dans l'assistance, tout le monde n'a pas forcément ça en tête. Si vous êtes licencié, vous avez aussi une protection depuis quelques années dans la loi, c'est ce qu'on appelle la portabilité des garanties prévoyance et frais de santé. Donc, la portabilité, c'est que pendant une durée maximum de 1 an, et tant que vous êtes pris en charge par l'assurance chômage, vous bénéficiez du maintien intégral de votre contrat mutuel et prévoyance, et aux mêmes conditions financières. Donc, la contribution patronale est maintenue, la part salariale également. Mais vous avez cette protection au moins pendant 12 mois au titre des complémentaires. D'accord. Oui, c'est important de préciser. Merci. Il y avait une question aussi sur une situation un peu particulière, oui, qui n'est pas vraiment du droit du travail, mais qui était un peu du droit du commercial, puisque c'est ici d'un agent commercial. Est-ce qu'en cas de maladie et fin du contrat d'agent commercial, elle pouvait percevoir l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 134-13 du code du commerce, pardon. Oui, dès lors que la fin du contrat d'agent commercial est liée à un état de santé qui ne permet pas de poursuivre le contrat. Donc, les dispositions du code du commerce prévoient ce cas-là. Sur les situations particulières, alors il y avait une question, j'en avais parlé tout à l'heure quand on disait qu'il fallait un peu auditer ses droits, ses situations. J'avais dit, surtout on ne démissionne pas. Je me permets, c'était Véronique qui s'inquiétait notamment de perdre sa maison. Alors, en complément de ce que j'indiquais, donc bien évidemment, on ne démissionne pas. On regarde très concrètement que seraient ces droits selon est-ce que je maintiens aux effectifs ou si je pars, l'indemnité, qu'est-ce que je touche en termes de départ. Vérifiez aussi quand même dans votre cas particulier votre contrat d'assurance lié à votre prêt immobilier parce que vous avez sûrement une garantie assurance emprunteur au titre de l'invalidité et vous avez peut-être également une couverture au titre de la garantie perte d'emploi. Donc ça, je vous invite à regarder quand même vos contrats d'assurance et au-delà de l'assurance emprunteur perte d'emploi, toutes vos garanties, parce qu'il peut y avoir des couvertures. Donc, je pense que la réponse est surtout dans ces contrats d'assurance emprunteur qui doivent normalement jouer pleinement. Ok.
Alors, il nous reste une petite dizaine de minutes. J'ai vu qu'on a encore des questions. Je rappelle pour vous, mesdames, que peut-être qu'on n'aura pas eu l'occasion de traiter chacune de vos questions qui sont des cas particuliers. Si vous êtes adhérente à RoseUp, vous avez la possibilité, dans les jours qui viennent, de bénéficier du nouveau service qui est proposé par l'association, qui mettra en place une aide juridique avec justement les deux avocats qui sont devant vous. Qui répondront justement à vos cas particuliers et pourront vous orienter au mieux dans vos demandes. Donc, si jamais votre question n'a pas été traitée ce soir, pas d'inquiétude, vous pourrez nous la faire parvenir par la suite via ce formulaire. Vous recevrez toutes les informations concernant cette aide juridique par mail dès demain. Voilà. Quand même quelques questions. On a notamment, là, c'est rapport aux cotisations retraite. Alors, je ne sais pas si on sort pas peut-être un petit peu. Est-ce qu'on continue à cotiser quand on est en arrêt maladie ou en temps partiel thérapeutique? Oui, bien sûr. Bien sûr. Parfait. Également, Anne qui pose la question, lorsqu'on reprend à 100% et qu'on doit s'absenter pour des examens de contrôle annuel, doit-on poser des jours de congé ou alors peut-on s'absenter et ne pas être rémunéré? Alors, on peut avoir souvent dans les conventions collectives des dispositifs qui sont prévus. Alors, après, il y a aussi l'humain peut naturellement combler les vides. Comme souvent constaté dans la vie des entreprises, des facilités. Hormis la courtoisie, l'humanité et les accords collectifs de branche, je réfléchis. Je pense que la question n'est pas forcément comme ça que je la poserais. Ouais. Parce qu'en fait, la question, l'alternative qui a été posée, c'est la même chose. Est-ce que soit je pose un jour de congé, ou soit j'y vais, je ne suis pas payé? Moi, j'ai envie de dire que la question, c'est est-ce qu'il y a des autorisations de sortie pour se rendre à des examens médicaux? Alors là, je pense qu'il faut regarder au cas par cas des conventions collectives. Alors, les conventions collectives peuvent le prévoir, ça, oui, tout à fait. Mais de mémoire, dans la loi, non. La loi, il n'y a pas de congé particulier. Pas, ce type de congé. Alors, effectivement, ça peut être la pose d'un congé. Après, c'est effectivement au cas par cas parce qu'il y a des examens qui peuvent se faire en bas de la rue, sans attente ou avec attente. Enfin, voilà. Parfois, ça impose de partir le matin, de rentrer le soir. Là, effectivement, l'employeur n'est pas tenu de maintenir le salaire pour une journée qui n'est pas travaillée. Je dirais qu'il y a, voilà, c'est un peu au cas par cas, mais pas dans la loi, non, pas d'autorisation d'absence, d'heures d'absence et encore moins de congés. Prise en charge. Mais voilà, prise en charge. Mais regardez dans les conventions collectives, puisque ça, c'est des choses qui existent. D'accord. Alors, une question de Charlotte. Quand il y a une revalorisation salariale de l'ensemble des employés pendant notre arrêt maladie, est-ce qu'une demande de revalorisation à la reprise, même en temps partiel, est légitime? On avait regardé, il semble que depuis 2020, il n'y avait pas de… Non, la question était différente. Ça, c'était les impacts sur les IJ pendant la période d'incapacité. Ouais. Donc, et là, la réponse était non. Là, la question est différente. Je reviens… Alors… L'entreprise a été augmentée. Est-ce que je peux moi aussi demander une augmentation? Oui, évidemment. Alors, d'abord, est-ce que c'est des augmentations collectives ou individuelles? Si c'est collectif, ça s'applique à tout le monde. Ensuite, les augmentations individuelles, c'est la libre appréciation de l'employeur. Dans la limite à travail égal, salaire égal, voilà, quand même. L'employeur ne peut pas non plus tout décider de manière discrétionnaire et autoritaire. Donc, en ce qui concerne les augmentations individuelles, il doit respecter le principe de l'égalité de traitement. Là, on n'est même pas dans la notion de discrimination. La discrimination, c'est parce que je n'aime pas les salariés malades, je ne vous fais pas bénéficier de ce point-là. Indépendamment de cette prohibition, vous avez un autre principe qui a été créé par les juges puis consacré par la loi, qui est l'égalité de traitement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on perçoit tous le même salaire, ce n'est pas cette société dans laquelle nous vivons. En revanche, ça veut dire que
si je mets en place une politique de rémunération de mes salariés, je dois donner les raisons objectives pour lesquelles, à travail égal, j'ai un salaire différent. Sinon, à travail égal, salaire égal. Très bien. Après, c'est une casuistique. Est-ce que je suis dans une situation totalement comparable avec tel autre collègue de l'entreprise? Et là, voilà, c'est encore une fois sous le contrôle du juge. Est-ce que c'est aussi le cas pour les primes, notamment les primes pouvoir d'achat? Nathalie nous dit que 4 primes ont été données et j'en ai été exclue. Bah, après, les primes pouvoir d'achat ou les primes Macron, elles sont versées soit dans le cadre d'un accord collectif, ou soit dans le cadre d'une décision unilatérale de l'employeur qui prévoit les conditions. Donc, il peut y avoir des conditions de présence, d'ancienneté, ou des modulations en fonction du temps de présence. Donc ça, c'est possible. Maintenant, l'exclusion d'une personne parce qu'elle n'était pas là, parce qu'elle était malade, ça paraît délicat. Après, mais en principe, ce genre de primes, comme c'est des primes qui sont versées à tout le monde, il y a un support collectif. Donc, soit c'est une décision de l'employeur qui fixe les conditions, soit c'est la suite d'un accord. Donc, il faudrait que cette personne-là regarde la source du versement de cette prime pour savoir les conditions qui ont été données par l'employeur, savoir s'il y a un traitement différencié au cas par cas, ou elle a été oubliée, ou je ne sais quoi. Mais voilà, en principe, c'est versé de manière collective. D'accord. Avec des conditions. Okay. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a eu le temps de traiter les différentes questions qui avaient été envoyées en amont? Je pense que oui. Je pense qu'on a fait l'essentiel. Oui. Il y en avait une sur les frais kilométriques pour aller voir un rendez-vous de médecin de contrôle. Non, en principe, il n'y a pas de remboursement de frais kilométriques pour aller voir le médecin pour un contrôle. Oui. Ok. Laurie repose la question. Alors, elle a déjà été traitée, Laurie, mais je vous réponds rapidement. Peut-on faire du bénévolat dans une association pendant un arrêt maladie? Oui, a priori. J'ai répondu oui, mais attention, oui. attention à ce que prévoit quand même l'arrêt de travail, sortie libre, pas sortie libre. Et moi, je mets un bémol parce que si c'est pour faire du bénévolat, enfin, c'est la même chose que ce qu'on faisait avant gratuitement. La CPM pourrait faire un contrôle et vous supprimer vos indemnités journalières. Et si c'est dans le cas où justement, là, Laurie, du coup, c'est une autre personne qui avait posé la question pour l'association, si Laurie veut s'investir dans une association autre que dans le cadre de son travail, qui n'est pas la même, enfin, qui elle-même travaille pas dans une association et elle voudrait peut-être donner du temps dans une association, est-ce qu'elle a cette possibilité? Oui, mais en fait. Oui, mais si elle, par exemple, elle n'a pas de sortie libre et qu'elle a des sorties contraintes, si elle va faire du bénévolat alors qu'elle a une sortie contrainte et qu'il y a un contrôle de l'inspecteur de la caisse primaire d'assurance maladie, il pourrait y avoir une suspension des indemnités journalières. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Maître, pour toutes ces réponses. J'espère surtout qu'on vous a apporté des éclaircissements. Oui. J'espère aussi qu'on vous a un peu rassuré dans des périodes un peu compliquées. Et le but, c'est d'être un soutien dans une période parfois un peu compliquée. Voilà. Tout à fait. Et je reprécise que donc, le webinaire sera disponible en replay. Donc, si jamais vous avez besoin de le revisionner, ce sera possible dans les jours qui viennent directement sur notre site et que le support sera mis à disposition pour nos adhérentes dans leur espace Ma Maison Rose Up. Voilà, je lis en même temps les nombreux merci qui vous sont adressés pour justement avoir clarifié beaucoup de situations, avoir apporté des réponses. Donc, merci beaucoup à vous. Et mesdames, si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou à passer dans les jours qui viennent par le service d'aide juridique qui sera mis en place voilà, d'ici la fin de semaine. Eh bien, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci, Maître. À bientôt. Au revoir. Bonsoir. À bientôt. Au revoir.